Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous informer sur RTI1. Voici les titres de ce 20h. Une délégation du Congrès américain en mission en Côte d'Ivoire a été reçue ce matin par le président de la République. Les élus américains sont allés lui faire le point de leur visite de travail axée sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Et en sport football, les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu les Panthères du Gabon ce samedi à Libreville. 3-0, match comptant pour les éliminatoires du Mondial 2018. Les éléphants sont premiers de leur poule avec 7 points devant le Maroc. On l'attendait ce samedi, elle est arrivée à Abidjan. L'athlète ivoirienne Marie-Josée Talou, vice-championne du monde au 100 et 200 mètres d'âme, a été accueillie par une foule en liesse à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Le Forum pour la résolution verte en Afrique a lieu pour la première fois dans un pays francophone. C'est la Côte d'Ivoire qui va abriter cette 7e édition du 4 au 8 septembre prochain. 750 délégués sont attendus à Abidjan. Bienvenue dans le 20h. Ajoutez notre rendez-vous culturel du samedi. Nous parlerons aujourd'hui de l'art de savoir-vivre, bonnes attitudes en public en contexte africain. C'est le titre de l'ouvrage que vient de publier Père Pierre Jaurès. Il est prêtre du diocèse d'Abengourou. Comment vivre heureux avec les autres? Notez qu'il y a des règles à ne pas ignorer. L'ignorance, vous le savez, étant mère d'incivilité ou d'impair. Alors, Père Pierre Jaurès invite ses lecteurs à ne plus faire de faux pas en s'initiant à l'art du savoir-vivre. Bonsoir, Père Pierre Jaurès. Bonsoir, madame. Alors, vous allez parler tout à l'heure de l'art de savoir-vivre qui implique de bonnes attitudes qu'il faut connaître. Absolument. J'ai édité ça pour que le vivre ensemble soit possible, soit harmonisé, et que personne ne dérange personne, que personne ne gêne personne. Et qu'on soit heureux avec les autres. Bien évidemment. La suite, ce sera tout à l'heure dans la page culture, dans une trentaine de minutes. Je rappelle en sport football que les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu les Panthères du Gabon ce samedi à Libreville, 3-0. Match comptant donc pour les éliminatoires du Mondial 2018. Les éléphants sont donc premiers de leur poule avec 7 points devant le Maroc. Et en athlétisme, celle-là, elle a permis à la Côte d'Ivoire de récolter des médailles. L'Ivoirienne Marie-Josée Talou, vice-championne du monde aux 100 et 200 mètres d'âme, est arrivée donc aujourd'hui à Abidjan et elle a été accueillie par une foule à l'aéroport. Nous y reviendrons dans cette édition. Une délégation du Congrès américain en mission en Côte d'Ivoire a été reçue ce samedi matin par le président de la République, Alassane Ouattara. Les élus américains sont allés lui faire le point de leur visite de travail de 2 jours axée sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Mama Traoré à Ouattari. Le Nigeria, le Ghana et enfin la Côte d'Ivoire comme dernière étape de la tournée ouest-africaine de ses membres du Congrès américain. À la fois républicains et démocrates, ces élus ont été mandatés par les 2 chambres du Congrès américain pour visiter les projets financés par les États-Unis en Côte d'Ivoire. Ces projets concernent notamment les domaines de l'économie, de la sécurité et de la santé. Mission accomplie au bout de 48 heures par la délégation conduite par le sénateur Christopher Coons. Avant de quitter la Côte d'Ivoire, la délégation est allée faire le point de sa visite de travail au président Alassane Ouattara. Nous sommes ici pour renforcer les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, assurer la pérennité des messages comme PEPFAR. Nous sommes contents du leadership du président de la République. Le secteur de la santé arrive en tête des appuis financiers du gouvernement américain en faveur de la Côte d'Ivoire. À titre d'exemple, depuis 2002, c'est entre 150 et 200 millions de dollars, soit un montant compris entre 75 et 100 milliards de francs CFA alloués chaque année au plan présidentiel d'urgence contre le sida dénommé PEPFAR. Et ces élus américains, composés de sénateurs démocrates et républicains, ont visité des plantations de cacao et des centres de santé à Agboville. C'est une action qui s'inscrit dans le cadre de la redynamisation des liens bilatéraux entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Sidonie Davila.
Assis sous ces cacaoyers dans le campement David à Agboville, les sénateurs américains s'imprègnent des réalités des planteurs. De la pépinière à la récolte, cette forte délégation conduite par le sénateur Christopher Coons a été instruite sur les bonnes pratiques agricoles appliquées dans cette plantation école pour un cacao de qualité. Une autre escale de cette visite de projet à Agboville, le centre de santé. Ici, les malades atteints du VIH-Sida sont traités et formés aux bonnes règles dans un objectif de zéro sida. Un projet que finance le PEPFAR, le plan d'aide d'urgence à la lutte contre le sida, depuis 2002 à hauteur de 160 millions de dollars par an. Accompagné de la nouvelle chargée d'affaires de l'ambassade des USA en Côte d'Ivoire, ces responsables américains inscrivent cette visite dans la région de la Mai dans le cadre du renforcement des relations entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. L'objectif, c'est de retourner aux États-Unis et de dire que nous sommes venus, nous avons vu l'importance donc de ces fonds et renforcer la nécessité d'avoir des programmes qu'on va mettre en œuvre dans ces différents pays où on a des fonds. Avant leur arrivée en Côte d'Ivoire, les sénateurs américains ont posé leurs valises au Nigeria et au Ghana pour les mêmes raisons, renforcer les liens bilatéraux. Leur passage en Côte d'Ivoire aura été marqué par cette visite à Agboville, localité Abé, qui a tenu à faire d'eux des hôtes spéciaux. Hier, vendredi 1er septembre, les fidèles musulmans ont célébré la fête de la Tabaski ou Aïd el-Kébir. Mais comment cette fête s'est-elle déroulée dans les différentes localités? Nos reporters ont promené leurs caméras dans les mosquées et autres lieux de prière. Voyons leur compte rendu. À Grand Bassam, juste après l'immolation du bélier, le cheikh Adiatou Sanogo, imam de la mosquée principale de la ville, reçoit la visite du maire de la commune, Georges-Philippe Ezalé, et de l'ex-ministre Aka Awele, par ailleurs président du conseil régional du Sud Comoé, à son domicile. Pour les fidèles musulmans, cette célébration est aussi un moment d'échange, de partage, mais surtout de formulation de vœux. L'Aïd el-Kébir célébré également dans la ville de Soubri. Les fidèles musulmans sont sortis massivement pour se rendre à la grande mosquée de la commune. Après les 2 rakats, l'imam Issa Koné, dans son sermon, a invité les musulmans à cultiver davantage l'amour, le pardon et le partage. L'imam Issa Koné a par la suite dit des prières et des bénédictions pour le président de la République et pour toute la Côte d'Ivoire. Les musulmans de la commune d'Adjamé sont sortis nombreux, nappes, chapelets et courants en main pour commémorer l'Aïd el-Kébir. À la mosquée Ali Diabaté, le sermon de l'imam est suivi avec attention. Le prédicateur El Hadj Amadou Koulibaly a exhorté le peuple musulman à la cohésion et à la fraternité. La fête de la Tabaski est le lieu pour les fidèles musulmans de témoigner leur reconnaissance à Allah. Après le sermon, l'imam Amadou Koulibaly a dit des bénédictions pour le peuple de Côte d'Ivoire et des pays environnants. Le guide religieux a ensuite procédé à l'immolation du mouton, un acte qui perpétue le sacrifice d'Abraham. À la grande mosquée de Meyagui, les croyants sont venus nombreux accomplir les 2 rakats de la fête de Tabaski. Une prière dirigée par l'imam Ibrahim Sanogo. Le rite cultuel s'est tenu en présence du préfet de département et de plusieurs autres autorités administratives. Dans son sermon, l'imam Ibrahim Sanogo s'est penché sur l'acte de soumission du prophète Ibrahim. Il a ainsi exhorté ses fidèles au partage et à répandre l'amour du prochain. Des bénédictions pour une paix durable en Côte d'Ivoire ont ponctué cette grande prière de l'Aïd el-Kébir à Meyagui. Et l'association Ivoire-Turc fait des dons aux populations à l'occasion de cette fête de la Tabaski. Elle a distribué de la viande aux populations démunies des communes de Yopougon, d'Abobo et de Port-Boué. Frédéric Olaï, Lansini Bakayoko. L'association Ivoire-Turc soulage les populations des communes de Port-Boué, de Yopougon et d'Abobo. Elle a initié une opération de charité en faveur des personnes démunies. Objectif, permettre aux classes défavorisées de passer une agréable fête de l'Aïd el-Kébir. Au total, c'est 260 bœufs on a tués. C'est pour la fête de Tabaski, pour les musulmans normalement. Mais nous, on partage partout, n'importe quelle personne, n'importe quelle religion. Les bénéficiaires ont été choisis par les responsables des mairies. Nous avons des structures de jeunesse, des associations, les confessions religieuses. Et donc nous nous adressons à chaque responsable de ces groupements et nous identifions avec ces responsables
les bénéficiaires. Également, nous allons vers les familles, nous allons dans les quartiers pour remettre les tickets aux familles qui nous semblent dans le besoin. Une action qui ne les laisse pas indifférents. Les bénéficiaires expriment leur gratitude. Je remercie la communauté turque pour ce don que j'ai. Bon, la Tabaski, en tout cas, sérieusement dit, c'est une fête auquel tout le monde participe, même les chrétiens. Donc moi, pratiquement, je suis chrétien, mais j'ai été invité. J'ai reçu la carte, raison pour laquelle je suis venu chercher le don. La fête de la Tabaski est un moment de communion, de partage et de cohésion entre les communautés. C'est d'ailleurs la fête la plus importante pour la communauté musulmane. Et loin de la Côte d'Ivoire en France, les fidèles musulmans ivoiriens vivant à Paris se sont retrouvés à Saint-Denis pour célébrer l'Aïd el-Kébir, une célébration pour renforcer la cohésion entre la communauté musulmane. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France a pris part à la célébration. Le témoignage de Mamadou Kouassi. Les fidèles musulmans ivoiriens vivant dans la capitale française se sont retrouvés à Saint-Denis pour la célébration de l'Aïd el-Kébir, à l'initiative de l'imam Kouyaté Mohamed. Une grande première pour cette communauté qui met au centre de cette célébration la cohésion sociale, l'esprit de solidarité et la culture de la paix. Après la prière de 2 rakats dirigée par Imam Mohamed Kouyaté de la mosquée de Saint-Denis, le guide religieux a invité les fidèles musulmans à entretenir davantage la foi religieuse tout en accordant une place essentielle à l'amour du prochain. À la communauté musulmane, l'imam Mohamed Kouyaté a demandé de tout mettre en œuvre pour maintenir davantage le climat de paix et surtout de renforcer la cohésion sociale. Dieu nous interpelle et nous dit dans le Coran: ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. La crainte de Dieu, c'est ce que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans le cœur, ça ne se voit pas. Cette prière a vu la participation d'autres confessions religieuses de la communauté ivoirienne vivant en France et la présence de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France. Charles Gomis a exhorté la communauté ivoirienne vivant en France à promouvoir les valeurs de paix. Nous venons donc prier avec vous, demander au Tout-Puissant sa miséricorde qui nous donne la paix durable. Parce que c'est dans la paix et l'union que nous pourrons, en France, en tant qu'Ivoiriens, être unis. L'initiateur de cette rencontre, l'imam Mohamed Kouyaté, a promis en collaboration avec le CENI France et les différentes associations islamiques de faire de la célébration des grandes fêtes islamiques une véritable tradition au sein de la communauté ivoirienne vivant en France. Vous avez certainement fait le constat. Depuis quelques années déjà, la fête de la Tabaski coïncide avec la rentrée scolaire en Côte d'Ivoire. Une situation difficile, véritable calcul donc pour certains parents d'élèves. Mais comment s'y prennent-ils pour les différentes dépenses? Voyons les réponses avec Godefroy Okambawa et Sita Soro. La rentrée scolaire demeure toujours un moment de stress pour les parents d'élèves. Cette rentrée qui démarre dans quelques jours coïncide également avec les dépenses liées à la fête de Tabaski. Au marché des fournitures et librairies, les clients se font rares. Vous voyez que pendant les fêtes, c'est un peu difficile de sortir l'argent pour 2 choses en même temps. Les fournitures et puis le mouton. Donc actuellement, on constate qu'il n'y a pas d'affluence. Certains libraires sont quand même confiants qu'après les fêtes, les ventes seront meilleures. Je sais que quand on donnera la liste des fournitures, les parents viendront. Comparativement aux autres années, c'est une 50aine pour maintenant. Maintenant, après la rentrée, vous n'aurez même plus de choses de place même. Pour pouvoir parler, on n'aura même pas le temps de causer avec quelqu'un. La fête de Tabaski et après la rentrée scolaire des enfants, une situation que parfois vivent difficilement certaines familles. Moi, je me mets automatiquement à la place d'un parent d'élève qui a au moins 3-4 enfants aujourd'hui. Il y a le coût du marché, le coût des fournitures et puis bon. Mais comme je l'ai dit, c'est une question d'organisation. Et puis, il faut savoir saisir les priorités. La fête, oui, mais la rentrée, il ne faut pas laisser l'enfant, il faut scolariser l'enfant. Donc, on fait en fonction des poches. Sinon, ce n'est pas facile. Vous savez, c'est l'organisation, il faut s'organiser. La fête de Tabaski, de longue date, nous savons qu'elle va coïncider avec la rentrée scolaire. Et donc, c'est l'organisation. Nous sommes organisés pour faire en sorte que l'avenir des enfants soit sauvegardé, mais que la fête de Tabaski soit fêtée dans la pure tradition de chez nous. Dans tous les cas, malgré les dépenses liées à la fête de Tabaski, la rentrée aura bel et bien lieu.
Et c'est une question d'organisation, bien sûr. Le Forum pour la Révolution verte en Afrique a lieu pour la première fois dans un pays francophone. Et c'est la Côte d'Ivoire, notre pays, qui va abriter cette 7e édition du 4 au 8 septembre prochain. 750 délégués sont attendus à Abidjan. Explication détaillée avec Adama Koné. Le terme « révolution verte » fleurit dans le langage agricole dans la période 1960-1990. Il consiste à s'appuyer sur les progrès scientifiques et techniques en faveur d'une agriculture prospère. Révolution renvoie à une transformation radicale significative des performances de l'agriculture. Pour illustrer ça, il faut savoir qu'en Afrique, quand un producteur gagne 500 kilos par hectare, son collègue en Europe peut faire 10 tonnes par hectare. La différence, c'est qu'il y a une différence de technologie, de savoir-faire et d'appui. Donc la révolution verte traduit cette notion d'une amélioration, d'une transformation quantitative et qualitative des performances de l'agriculture, qui en pratique veut dire que les agriculteurs ont à leur disposition les technologies les plus performantes en termes de variété, en termes de gestion de la fertilité de leur sol. Ce n'est pas uniquement de l'engrais, c'est aussi la manière dont ils gèrent leur sol, en matière de pratiques agricoles culturelles, de gestion des pertes post-récolte et de mise en marche. Le continent noir matérialise son engagement à ce concept par la création en 2006 de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, AGRA. Toutefois, cette révolution verte enregistre des conséquences sur l'environnement. De nouveaux défis apparaissent. Et depuis quelques années se développe la notion d'éco-agriculture. En Côte d'Ivoire, l'on parle d'agriculture, amie de la forêt. On peut réconcilier l'agriculture et la forêt, parce qu'en réalité, si on plante des arbres, on crée des conditions favorables à une agriculture plus productive. Ça permet à la pluie, d'abord c'est plus favorable à la pluviométrie, mais aussi c'est même plus favorable à la structure des sols. Parce que vous vous rendez compte, les feuilles qui tombent sont intégrées dans le sol et ça devient de l'engrais naturel. Donc il y a toute une approche de la santé des sols qui est basée sur une intégration entre agriculture, élevage et foresterie. La révolution verte a permis d'éviter de nombreuses famines liées à la croissance démographique. En Afrique, le Nigeria, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud et le Kenya sont des exemples de réussite de la révolution verte, avec une meilleure maîtrise de l'eau et une généralisation de l'utilisation d'engrais et de pesticides. On ouvre à présent le chapitre politique de ce 20h avec le 3e congrès du RDR. Il ne reste plus que quelques jours seulement pour la tenue de l'événement. L'heure est à la mobilisation des militants. Le secrétaire national chargé du plan et de la prévision était dans la région du Go, Abou Sanogo. Le secrétaire national chargé du plan et de la prévision du Rassemblement des Républicains remobilise les bases en prélude au 3e congrès ordinaire du Rassemblement des Républicains RDR. À Gagnoa, l'enseigne Diaby a situé l'enjeu de ce congrès et a lancé un appel à la paix, à l'unité et à la cohésion autour du président Alassane Ouattara. Le chef de délégation n'a pas omis d'inviter les militants au rassemblement et à la mobilisation le 9 et 10 septembre prochain. Nous sommes venus vous dire de venir massivement au congrès qui va se tenir les 9 et 10 septembre à Abidjan. Les dispositions sont prises par le comité d'organisation pour que nous soyons les plus nombreux. Nous attendons 100 000 participants. Nous attendons du Go, une participation pleine et entière. Les militants du RDR des régions de Gagnoa et de Oumé se sont engagés à effectuer massivement le déplacement pour participer au congrès de leur parti et à œuvrer à en faire une totale réussite. Bien avant le meeting, l'enseigne Diaby et sa délégation ont présenté leur civilité aux autorités administratives, religieuses et coutumières de la région. Les militants du RDR de la région du Sud Comoé se mobilisent aussi. Ils se sont retrouvés à la place Eleche Elenga d'Aboasso pour échanger avec les envoyés du parti conduit par Yacouba Yensié, secrétaire national en charge des infrastructures. Au menu, le 3e congrès. Mamadou Kwasi. Ils sont venus des 4 départements de la région du Sud Comoé pour répondre à l'appel des responsables du parti.
et surtout écouter la délégation conduite par Yacouba Niensié. Les militants du RDR du Sud Komoué veulent démontrer à travers cette mobilisation que leur formation politique reste le parti leader dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Une rencontre préparatoire du 3e congrès du RDR prévue les 10 et 11 septembre 2017. Les différentes instances du parti ont traduit aux envoyés de la direction du RDR leur volonté de participer massivement au prochain congrès. Certes, une mobilisation, mais il verra encore quelque chose d'exceptionnel le jour du congrès. Et nous attendons le quota qui va nous être attribué pour encore rassembler nos bases, nos militants et pour envahir Abidjan. Le secrétaire national en charge des infrastructures, Yacouba Niensié, a salué l'engagement des militants du Sud Komoué. Il invite les jeunes, les femmes et l'ensemble des militants à œuvrer pour un RDR fort dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, tout en soutenant les initiatives du président de la République, Alassane Ouattara. Ils viennent travailler à réussir ce congrès, parce qu'un parti nouveau fort, c'est d'abord un congrès réussi. Pour qu'au sortir du congrès, les attentes soient intégrées dans la réorganisation du parti, dans la nouvelle directive et dans la nouvelle stratégie qui permettrait au parti d'être très très fort, d'être renforcé, d'être un parti fort au sein d'une alliance forte pour que dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, cette alliance-là soit encore au pouvoir. Yacouba Niensié a également rassuré les militants des départements de Tiapoum, de Grand Bassam, d'Adiaké et d'Aboasso de la prise en compte de leurs préoccupations émises lors du pré-congrès. Rendez-vous est donc pris pour la grande messe d'Abidjan. Nous prenons la direction de Bongouanou qui vient de célébrer le développement. Les populations et les cadres se sont donc retrouvés. Cérémonie organisée à l'occasion des retrouvailles annuelles des ressortissants du village de Nguinon. Kwadio Kwame, Jean de Dieu. À l'appel du tam-tam parleur, la population de Nguinou et celle des villages environnants ont pris d'assaut la place publique du village. En ces instants de communion dédiés au développement, grâce à la mutuelle du développement, MUDEN, cette localité dispose d'infrastructures communautaires de base. Cependant, beaucoup reste à faire pour l'essor de Nguinou. C'est pourquoi le président de cette organisation a souhaité le bitumage de la voie d'accès au village, l'accès à l'eau potable, la construction d'un foyer polyvalent et la réhabilitation de la première école primaire du village. Pour le développement du village, Koné Akka a invité toutes les forces vives de Nguinou à l'entente et à la cohésion sociale, l'union étant le socle du développement. Donc à Nguinou ici, mettons-nous ensemble pour aider le président. Il a une ambition, il a un grand projet de faire de notre pays un pays émergent. Le parrain a pour sa part énuméré les grands projets qui prennent en compte Nguinou. En Côte d'Ivoire, il y a environ 510 sous-préfectures. Mais sur ces 510 sous-préfectures, il y en a 200 où il n'y a pas un seul château d'eau, où il n'y a pas de canalisation. Le chef de l'État a souhaité qu'avant fin 2018, les 200 châteaux d'eau seront construits, les canalisations réalisées et en même temps des abonnements sociaux de l'ordre de 1000 francs. Le président de la cérémonie a de prime abord souhaité des réflexions constructives et fécondes avant d'inviter la population à privilégier l'intérêt général pour la prospérité de Nguinou. Je convoquerai les uns les autres avec l'appui de certains chefs pour trouver une solution. Je suis convaincu que nous allons nous entendre. Parce que qu'est-ce que nous voulons tous? Le développement de Nguinou. Nguinou, zone de production de cultures de rente et vivrières, est peuplée de plus de 8000 âmes. Les fonctionnaires en service dans ce village ont reçu des présents pour leur abnégation et dévouement à la cause de l'essor du village. Et les nouvelles en provenance du Gabon sont bonnes, vous l'avez certainement compris. Nous parlons maintenant sport football. Les éléphants ont battu les Panthères du Gabon ce samedi à Libreville, 3-0, match comptant pour les éliminatoires du Mondial 2018. Et les éléphants sont premiers de leur poule avec 7 points devant le Maroc. Moyabi Diabaté, Jean-Michel Bouka. Dominé depuis l'entame de la rencontre, le Gabon plie mais ne rompt pas, à l'image de ses occasions vendangées par Salomon Kalou à la 11e et à la 31e minute de jeu.
La domination ivoirienne est stérile jusqu'à la pause. 10 minutes après le retour des vestiaires, Max-Alain Gradel prend ses responsabilités. Il passe la défense gabonaise en revue avant de battre Yves Bitseki d'une frappe croisée. La Côte d'Ivoire est lancée. Yao Kwasi Gervais choisit la 76e minute pour adresser une passe à Doumbia Seydou. Entre deux défenseurs, l'attaquant ivoirien ne tremble pas. La Côte d'Ivoire mène 2-0 et ce n'est pas encore fini. Le duo Gervinho et Doumbia Seydou récidive. Le capitaine ivoirien offre un bijou à son compère d'attaque qui inscrit son deuxième but personnel de la rencontre. 3-0, score final. Cette victoire permet à la Côte d'Ivoire de s'offrir la tête de la poule C avec 7 points en attendant le match retour le mardi au Stade de la Paix à Bouaké. On l'attendait ce samedi, elle est arrivée à Abidjan. L'athlète ivoirienne Marie-Josée Talou, vice-championne du monde aux 100 et 200 mètres d'âme, a été accueillie par une foule en liesse à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouilly. Grande mobilisation des chefs traditionnels gourous du district d'Abidjan pour accueillir à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny leur fille, Talou Marie-Josée, vice-championne du monde des 100 et 200 mètres et médaillée d'argent de la Ligue des Diamants. Un accueil familial et officiel de la République, représenté par le ministre des Sports et Loisirs, François-Albert Amicha, venu dire à Kwaba à la fille de Zougou Nefla et lui porter le message du président de la République. Le chef de l'État qui est rentré de voyage avant-hier, avec monsieur le Premier ministre, ont laissé des instructions au ministère des Sports et des Loisirs afin que dans les prochains jours, des propositions soient faites pour qu'une réception officielle soit organisée à votre endroit. Et vous savez tous que le chef de l'État, quand il reçoit un athlète qui a su porter haut le prestige de la Côte d'Ivoire, il se montre très généreux. Heureuse de l'accueil que lui a réservé ses compatriotes, Talou, la gorge nouée, a remercié l'ensemble des Ivoiriens pour leur soutien constant. Vraiment, je remercie Dieu et tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux qui ont prié pour moi, ma famille, mes amis, toute la Côte d'Ivoire en général. Là, je n'ai pas de mots parce que je suis au bord des larmes parce que je ne m'attendais pas à cet accueil. Et ça fait plaisir de savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont derrière, qui me soutiennent, qui prient pour moi, mes papas, mes mamans et tout. En attendant d'être reçu par le chef de l'État, Alassane Ouattara, Talou peut profiter d'un repos bien mérité. Reportage réalisé pour vous par Salif Ouattara. Et justement, parmi la foule qui s'est déplacée à l'aéroport ce samedi pour accueillir notre triple médaillée d'argent, Marie-Josée Talou, il y avait bien sûr ses parents et des chefs gourous. Nous allons les écouter. Nous sommes satisfaits, nous sommes contents. Et cette joie est pour toute la Côte d'Ivoire. Non seulement pour le gourou, mais c'est pour toute la Côte d'Ivoire. Talou nous a grandi la Côte d'Ivoire. Le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité est très fier de pouvoir recevoir Talou. Vous avez vu tout ce monde. C'est pour que Talou soit vraiment un modèle pour toutes les femmes, pour que toutes les jeunes filles se battent, pour que enfin la voix de la femme puisse porter. C'est un jour historique pour la Côte d'Ivoire parce qu'on est en train de l'athlétisme glane des médailles chaque fois. Et en tant que responsable de l'athlétisme de Côte d'Ivoire, un des responsables passionnés, il était normal que je vienne aussi prendre part à l'honneur qui est rendu à notre championne. Nous avons été des anciennes athlètes à cette époque-là. On n'avait pas eu la chance d'avoir des médailles qui puissent nous permettre d'être célébrés. Et aujourd'hui, ce que nous vivons, vraiment, nous ne pouvons que remercier le président de la République. Il faut reconnaître que les plus jeunes sont en train d'avancer et nous devrons être là pour les aider et en conseil et en présence pour qu'ils aillent de l'avant. Voilà, on passe maintenant à la page culture de ce 20h. Commençons avec la première édition du festival de Niablé qui a démarré, je rappelle, le mercredi 30 août dernier. Et ce festival est une lucarne pour les filles et fils de cette sous-préfecture de célébrer la culture locale et la diversité culturelle. Issa Tchonayeo. Niablé, localité située à 28 km d'Abengourou et 3 km de la frontière ghanéenne, a désormais son festival. Le festival de Niablé qui dure 5 jours est l'occasion pour les populations de célébrer la culture locale et la diversité culturelle. Niablé
défilé des majorettes, parade des jeunes filles à moto, concours culinaires et bien d'autres activités rythment ce festival qui connaît un engouement auprès des populations. Pour les organisateurs et autorités, le festival de Niablé est une opportunité pour le peuple Agni de s'ouvrir aux autres sensibilités culturelles. Avec le concours du chef canton, du conseil municipal, des autorités administratives et des cadres de la cité des lauréats, nous sommes parvenus à réaliser un rêve, celui d'organiser un festival culturel et commercial digne de Niablé. C'est un festival comme les autres festivals, mais pour essayer de montrer qu'on peut être dans une frontière et réussir à vivre ensemble. Organiser un festival qui regroupe toute une population cosmopolite qui est à la frontière avec une autre population, c'est de pouvoir converger tout ce qui est culture, tradition, coutume pour un enrichissement pour le développement de Niablé. Donc c'est un message fort d'encouragement et de félicitations à toute la population. Le festival de Niablé, c'est aussi sa foire commerciale, une opportunité pour vendeurs et acheteurs de se faire de bonnes affaires. Il y a plein de trucs qui sont venus hors de la Côte d'Ivoire. On est en train de voir, c'est pour dire qu'en Côte d'Ivoire, on est social, on vit ensemble, on vit en parfaite harmonie. Ce festival, que ce ne soit pas pour la première fois, que ce soit au niveau international. Il y a tout à Niablé, il y a tout. Vous voyez, il y a tout ce qu'on vend ici. Sur une foire commerciale, c'est bien beau, il y a tout, il y a galettes, il y a tout. Vous voyez vous-même, vous voyez ce qu'on vend. Le festival de Niablé changera de nom à la deuxième édition. Il s'appellera le Festival des frontières. On en arrive maintenant à l'entretien avec notre invité de la page culture. Bienvenue sur notre plateau, mon père Pierre. Alors, vous êtes prêtre, vous ne publiez pas un ouvrage sur la foi chrétienne ou l'évangélisation, mais plutôt sur le savoir-vivre en société. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a motivé? J'ai procédé par une méthode qui m'est personnelle. J'ai d'abord écrit un premier livre sur la langue française. Écrire et parler la langue française avec clarté et logique. Puis, la seconde œuvre que nous avons en main parle de bonnes attitudes en public, l'art du savoir-vivre. Après qu'on ait bien parlé correctement et qu'on se soit bien comporté dans la société, je mets sur le marché mon troisième livre qui parle de la foi catholique, notamment le troisième jour conformément aux Écritures. Donc ce livre, je l'ai déjà entamé. J'ai fini la première partie, il me reste encore 2 autres parties. Et d'ici la fin de l'année, je mettrai à la disposition de tous ce document. Il n'y a pas trop de fossé, justement, entre savoir-vivre et foi chrétienne, parce que tout parle de bonnes attitudes. Oui, foi chrétienne, parce qu'on peut être baptisé sans être chrétien. Le chrétien, c'est quoi? Le chrétien, c'est la vie. C'est la vie chrétienne, c'est-à-dire la charité. Suivre le Christ dans ses pas et faire comme lui, l'imiter au plus près de ses actes et de ses propos et les mettre en pratique. Et justement, donc, par rapport à ces bonnes attitudes, ce livre a intéressé notre consoeur Astou Touré comme bien d'autres lecteurs. Elle a résumé donc cet ouvrage. On va suivre ensemble et revenir sur le plateau pour en discuter. Craignant de voir disparaître peu à peu les civilités et les manières honnêtes de se comporter dans le monde, le père Pierre Jaurès, prêtre du diocèse d'Abangourou, a écrit le livre intitulé « L'art de savoir-vivre ». Avec humour et bon sens, ces pages initient le lecteur à l'art subtil et combien utile de la courtoisie et la politesse. Pour le prêtre, le savoir-vivre est indispensable pour éviter les faux pas. Comment bien s'exprimer, avoir de bonnes manières au téléphone, bien se comporter en public, respecter les autres, bien se tenir à table, sont entre autres des thèmes qu'il aborde par des conseils pratiques. L'art de savoir-vivre, un livre de 125 pages réparti en 7 chapitres avec des rubriques telles que le respect dû aux piétons, la ponctualité, le maquillage féminin et le port du parfum. Le père Pierre Jaurès a obtenu une maîtrise en théologie systématique à l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest, UCAO, après sa thèse de doctorat à l'Université Marc Bloch de Strasbourg II, en France. Il devient docteur en théologie systématique, option Christologie.
Mon père, alors vous parlez de bonnes attitudes, mais en public et en contexte africain. C'est bien précisé. Oui, c'est bien précisé, mais ce n'est pas seulement qu'en contexte africain. Il y a des réalités universelles. Mais après, à partir de ces réalités universelles, j'ai préféré tropicaliser le débat, de sorte à ce qu'on n'oublie pas nos cultures. Donc on puisse se retrouver chacun en tant qu'Africain. Bien évidemment, on se retrouve à l'intérieur de cette réalité en étant ce que nous sommes dès la naissance. Vous évoquez la civilité, la politesse, la courtoisie. Quel est le lien entre ces différentes vertus ou bien il y a une différence? La civilité, c'est le mode d'accueil, par exemple. On parle de civilité d'accueil, notamment demander des nouvelles, héberger quelqu'un, l'accueillir. Ça, ce sont les civilités. La politesse, c'est comment donner de la considération à l'autre. C'est facile pour qu'il soit. Vous voyez un peu, c'est la politesse. La délicatesse, surtout, c'est comment éviter de choquer l'autre. Donc la délicatesse demande beaucoup d'attention. Aussi parcimonieuse soit-elle cette attention, mais il est nécessaire qu'on accorde de l'importance et de l'attention aux autres, surtout dans nos propos, dans nos attitudes et dans nos caractères. Il y a aussi la courtoisie. La courtoisie, bien sûr. La courtoisie, c'est sous forme d'enveloppe ou de contenant qui prend en compte l'intérieur et dans les éléments que je vais d'énumérer. Et justement, toutes ces vertus, on doit les appliquer en public comme en privé. D'abord en public, vous parlez d'avoir de bonnes attitudes, on va aller de façon pratique dans les transports en commun. Vous dénoncez un certain nombre d'attitudes qu'il ne faut pas avoir. Comment se comporter lorsqu'on est dans un taxi, dans un baka, vous me permettez l'expression, dans un taxi brousse? Quand on est dans un car, le voisin n'est pas forcément un parent. Ce n'est pas circonstance qu'on a un voisin ou une voisine. Et quand on entre, si on a trouvé le voisin, on lui dit bonjour, de façon souple, de façon... C'est une obligation? C'est une obligation de saluer. Ça fait partie des obligations humaines. Saluer celui qu'on a trouvé. Sinon, comment vous allez faire? Vous allez lui adresser la parole après? Donc vous le saluez discrètement, il vous répond. Puis bon, selon les circonstances, vous pouvez entamer des débats, des échanges, mais sans trop aller dans les détails de votre vie intime. Et vous défendez de parler, de causer avec le chauffeur. Alors que quand on parle, certainement, si je vous suis, de courtoisie, ça demanderait qu'on puisse causer, pourquoi pas avec le chauffeur? Le chauffeur a besoin d'un minimum de concentration parce qu'il transporte un certain nombre de personnes dont la vie est importante. Par conséquent, le chauffeur a besoin de concentration pour pouvoir transporter ces hommes et femmes jusqu'à bon port. Et s'il est distrait par nos débats, par nos échanges, par nos causeries, les ravins nous accueillent. Et les accidents peuvent survenir. Bien évidemment. Dans le restaurant également, il y a des règles de bonne conduite à ne pas ignorer. Vous les avez évoquées dans votre ouvrage. Oui, quand on va dans un restaurant, avec son épouse ou un ami, selon que vous l'avez invité ou qu'il vous est invité, vous ouvrez la porte, vous cherchez à vous asseoir. Si vous êtes Qui ouvre la porte? Alors ça dépend. L'époux ou l'épouse? Alors si vous êtes avec votre épouse, c'est l'homme qui ouvre la porte et laisse rentrer la femme. Et quand c'est un ami? Quand c'est un ami, si c'est vous qui l'avez invité, vous ouvrez la porte, bien évidemment. Et vous asseyez, si vous êtes deux, il y a des tables à 2 couverts. Vous asseyez à 2. Et quand vous êtes assis à 2, on ne fait pas trop de bruit dans un restaurant. On cause, on échange. Parce qu'il y a des restaurants où on va juste pour des affaires, un dîner d'affaires. Donc c'est une affaire qui vous concerne, vous deux. Et donc on ne parle pas trop fort pour ne pas déranger les voisins. Et quand on doit appeler un serveur ou une serveuse, on ne dit pas, excusez-moi l'expression, psst. On appelle s'il vous plaît. Et quand on ne dit pas garçon? Non. Non, on dit c'est mal poli? Non, c'est mal appris. On dit s'il vous plaît, s'il est à portée de voix. Et, ou alors, par un signe d'un doigt, on le fait, on l'appelle discrètement et il vient, on lui parle à l'oreille et il exécute ce qu'on lui demande. Il y a d'autres bonnes attitudes concernant toujours le restaurant. On aura le temps de le lire dans l'ouvrage. On va aller parce que le temps nous prête. Dans le milieu professionnel, vous parlez de règles également, de bonne conduite. Les employés et les employeurs doivent respecter des règles. Alors, moi, je me suis posé la question, il y a un règlement intérieur dans les entreprises ou bien dans tout milieu de travail. Est-ce que ça ne suffit pas? Il y a ce qu'on appelle les déontologies, dans les principes. Les déontologies, souvent, c'est créé, c'est taillé sur mesure pour les entreprises. Mais d'une entreprise à une autre, les déontologies peuvent changer. Vous voyez un peu? Donc, mais il y a des règles universelles qu'on doit même appliquer dans toutes les entreprises. Une règle? Notamment, saluer le personnel si vous êtes arrivé.
vous saluez. Il faut aller saluer le patron, vous allez saluer le patron. Mais le patron aussi peut venir vous saluer de temps en temps. Vous voyez un peu? Et ça, j'appelle ça de la courtoisie. Et quel est l'impact, les conséquences? La fraternité, la familiarité, la confiance. On va aller à la page 16 pour terminer. Ce sera votre conclusion. Vous le dites, je vais citer. Vous avez également votre ouvrage. Je vais le lire. Vous dites, saviez-vous qu'on ne dit pas « Je m'excuse », vous avez vu la page. Vous dites « Je m'excuse, mais je vous prie de m'excuser. On va manger, mais on va déjeuner. Des fois, mais parfois. Lorsque vous faites des présentations, saviez-vous qu'il faut toujours présenter le plus jeune au plus âgé, l'homme à la femme ?» Expliquez-nous, et c'est votre conclusion. Bon, on a emprunté ça de l'Occident, en fait. Mais ça ne fait pas de mal non plus. Quand vous dites à quelqu'un « je m'excuse », qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un verbe pronominal en soi? Vous avez offensé quelqu'un, vous dites « je vous fais mes excuses », je vous présente mes excuses, ou « veuillez m'excuser ». Vous voyez, on a tellement de formules poétiques pour le dire que de dire « je m'excuse ». C'est un peu hautain, ça. On ne dit pas « je m'excuse », c'est de grâce. Merci beaucoup, Père Jaurès, d'avoir été avec nous sur ce plateau. L'art de savoir vivre, bonnes attitudes en public, en contexte africain, c'est un ouvrage, en tout cas, à lire parce qu'il y a des règles à connaître, à savoir. Merci en tout cas d'avoir été notre invité de la page culture ce soir. La vie en société donc a ses règles, il faut les appliquer pour vivre heureux avec les autres. N'oubliez surtout pas la civilité, la politesse, la courtoisie sont autant de vertus à observer en tout temps et en tout lieu. Bonne soirée sur RTI1.